Bonjour à tous et bienvenue sur l'IFPAS TV. On est heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de décideurs engagés de l'assurance et de la banque en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Karim Hirouche, PDG de Finaré. Bonjour Karim Hirouche. Bonjour Florence. Bienvenue. Alors, on va parler de votre groupe qui vient de fêter ses 30 ans, un groupe qui est très diversifié dans l'assurance, dans les placements, dans les services financiers. Ce groupe que vous avez su faire grandir et qui s'est imposé dans le secteur de l'assurance. Vous êtes entrepreneur engagé, donc vous nous parlerez de vos valeurs, de vos défis, et puis de votre côté visionnaire aussi, notamment sur tout ce qui est nouvelles technologies et digitalisation. Mais tout d'abord, un mot de votre parcours. Karim Hirouche, vous êtes à la tête d'une ETI qui s'est imposée dans le secteur de l'assurance, qui a bien grandi. Vous diriez que cette réussite, vous la devez à qui? Alors effectivement, on a lancé Finaré en 1995, juste un petit retour en arrière. Avant Finaré, j'avais déjà lancé une entreprise de fruits et légumes, donc c'est un peu atypique, puisqu'on est passé des fruits et légumes à l'assurance. Et avant, j'avais donc étudié et fait une maîtrise de gestion financière et un DESS, donc aujourd'hui Master 2, de gestion des ressources humaines. Et très vite, lorsque j'ai arrêté et revendu mon entreprise de fruits et légumes, j'ai décidé de me lancer dans l'assurance. Et au bout de 6 mois en tant que salarié, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'être salarié. L'entrepreneuriat me manquait et j'ai pris la décision de lancer ma première société de courtage en assurance. Très vite, donc j'ai découvert ce métier et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses formidables à faire dès lors qu'on était un peu innovant, évidemment, et qu'on était capable de travailler beaucoup mais ça, c'est vrai pour tous les On va métiers. revenir sur votre envie d'entreprendre, mais quand je dis cette réussite, vous la devez à qui? À vous-même, à l'école de la République? Alors, forcément, moi-même, je suis issu, je suis un enfant de l'immigration, voyez-vous. Donc, mes parents sont arrivés en France illettrés. Ils ont eu 8 enfants. Je suis le dernier d'une fratrie de 8 enfants et j'ai été à l'école publique. D'accord? Aujourd'hui, l'école publique est très décriée. Néanmoins, elle permet, in fine, d'avoir des personnes comme moi, mais heureusement, je ne suis pas le seul, d'avoir des personnes comme moi qui arrivent encore à réussir en France. Donc oui, c'est l'école de la République, c'est la méritocratie à la française, qui permet derrière de faire des études à moindre coût. D'accord. Aujourd'hui, si on est aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça coûterait beaucoup plus cher. On fait des études à moindre coût et on a la possibilité, parce que l'égalité des chances, c'est aussi cela, on a la possibilité d'entreprendre sans obstacle particulier. Et cette envie d'entreprendre, elle vous a chevillé au corps très tôt avec cette entreprise de fruits et légumes. Alors, comment on passe des fruits et légumes à l'assurance? Parce que c'est plutôt assez rigolo. C'est assez rigolo. Je pense que je suis probablement le seul dans l'assurance à avoir eu ce parcours. Effectivement, ma famille, donc mes frères, parce que c'est ce que je disais, je suis le dernier d'une fratrie de 8 enfants, étaient dans les fruits et légumes. Et très vite, j'avais envie d'entreprendre. Donc, on a monté une petite chaîne de magasins de fruits et légumes. Et on est là sur des métiers qui sont plutôt très pénibles, très difficiles. Quand on fait la grasse mat, c'est 5 heures du matin, sinon c'est plutôt 3 heures, 2 heures du matin. Et j'avais décidé d'arrêter et j'ai repris un cursus du coup qui correspondait beaucoup plus à mes études. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé pendant 6 mois responsable financier d'un cabinet de courtage. À l'issue de ces 6 mois, je suis allé voir donc mon employeur de l'époque et je lui ai dit: «Je suis vraiment désolé, ça n'est pas lié à l'activité, ça n'est pas lié à la relation qu'on peut avoir, mais j'ai besoin d'entreprendre de nouveau». Oui, il y avait cette envie de bâtir quand même. Oui, c'est indiscutable. L'entrepreneuriat, c'est 2 choses. C'est une vision et une aventure humaine. La vision, on est convaincu qu'on peut faire autrement, différemment, sur le secteur d'activité dans lequel on est. C'est le cas de l'assurance. Je rappelle qu'en 95, évidemment, internet n'existait pas. Il y avait une relation qui était très face à face, très humaine, et on était convaincus
que les choses pouvaient évoluer. D'accord. Et de l'autre côté, ça reste une aventure humaine et c'est la capacité à convaincre des collaborateurs, à convaincre un cercle d'amis qu'on peut arriver à faire des choses que d'autres ne font pas. Alors, c'est pas évident, évidemment, mais il faut avoir les arguments et effectivement, comme le dit un grand homme, il faut être le premier de cordée. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi engagé au niveau associatif. Oh, forcément, vous parliez tout à l'heure de l'école de la République. Le moins que l'on puisse faire quand on a eu la chance, d'avoir mon parcours, c'est de renvoyer la balle. Voyez-vous, on est également, très engagé dans le rugby algérien et pour les associations avec lesquelles on travaille et qu'on accompagne, l'idée était de trouver des associations qui étaient directement, attachées à l'éducation, des enfants qui n'ont pas eu la chance que d'autres ont pu avoir. Et donc effectivement, on est embarqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec Espérance Banlieue et on l'accompagne, financièrement, on l'accompagne à travers, notre présence, dans, la possibilité de développer en fait, des collèges, des classes. C'est une association qui n'a pas, de financement de l'État, donc elle a besoin d'être financée par des sociétés comme les nôtres. Alors, on va parler de votre groupe, hein, mais avant, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu les clés du succès. Vous avez un triptyque sur la question? Alors oui, effectivement, pour moi, on a alors, 3 valeurs ou un triptyque, appelons ça comme on veut. Il y a avant tout le travail, d'accord? Parce que, la base, c'est de travailler beaucoup quand on veut réussir. On n'a pas trouvé de meilleure, méthode ou remède. En même temps, on n'a pas cherché d'autres. C'est également, le respect et c'est le respect, quel que soit l'interlocuteur que vous allez avoir. Ça peut être votre collaborateur, quel qu'il soit, d'accord? Ça peut être, directement votre N-1, mais ça peut être également, des personnes que vous allez croiser, qui font le ménage. Ça peut être des personnes à la cantine, peu importe, hein, mais vous devez le même respect, à une personne, en tout cas au niveau hiérarchique plus importante qu'une autre, ça c'est très clair. Et puis l'audace. On ne peut pas être entrepreneur sans être audacieux, d'accord? Et cette audace, alors comme l'entrepreneuriat est chevillé au corps, l'audace l'est également. On s'est lancé, sur des intuitions. Sur des intuitions, on s'est lancé sur internet, on s'est lancé sur l'intelligence artificielle. On est allé voir des secteurs qu'on ne connaissait pas très bien, mais on était convaincus que ça allait marcher. Donc là, effectivement, il faut être un peu audacieux. Si on ne se tient, qu'à des calculs purement économiques, on n'irait pas. Mais c'est ce qui caractérise également l'entrepreneur. Donc voyez-vous, audace, respect, travail, donc dit autrement, c'est l'art. Et oui, c'est joli. Et cet engagement vous a permis de bâtir un groupe qui est reconnu dans le secteur de l'assurance. Et Finaré qui vient de fêter ses 30 ans, que de chemin parcouru depuis 1995. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur le groupe? Vous en avez donné un, c'est 30 ans, mais c'est également 1700 collaboratrices et collaborateurs qui sont au service des clients, au service des partenaires, au service de l'entreprise et qui agissent au quotidien pour faire que Finaré soit en capacité de rendre le meilleur service qu'elle puisse rendre à ses clients. C'est également près de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein. On est parti de zéro, sans aucune croissance externe et on est arrivé 30 ans après à 180 millions. C'est également une présence dans 3 pays, en France évidemment, hein, c'est notre premier marché, mais c'est également une présence au Maroc et c'est une présence au Luxembourg et c'est 3 branches d'activité. La branche historique, qui est la branche assurance, une branche placement qu'on a créée il y a quelques années avec l'idée de reproduire le modèle que l'on avait créé en assurance, de le reproduire en placement. Et puis, parce qu'une grande partie des outils, des services que nous utilisons sont développés par des sociétés de services à l'assurance, on a créé également une troisième branche, services à l'assurance et au placement. Donc, c'est ce qui caractérise Finaré. Donc, finalement, son positionnement, vous êtes présent, vous l'avez dit, assurance, service, placement, mais surtout, vous intervenez sur toute la chaîne de valeur? Oui,
c'est effectivement l'idée. Nous, on pense que pour apporter un meilleur service et un service qui puisse avoir la même exigence à tous les niveaux de la chaîne, on se doit de maîtriser cette chaîne de valeur. Si on prend donc l'exemple de l'assurance, puisque c'est l'activité historique du groupe, on a aujourd'hui une compagnie d'assurance. On a deux courtiers grossistes, des courtiers traditionnels et une société de gestion de contrats. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsqu'on souhaite concevoir un produit, d'accord, pour nos prospects, nos clients, notre réseau de courtiers, on va créer ce produit-là. D'accord. L'un de nos deux courtiers grossistes va créer ce produit et ensuite, il peut être proposé soit à d'autres assureurs et réassureurs, soit à notre propre assureur si les autres partenaires considèrent que il existe un vrai risque de couvrir ce produit-là. Et puis, on peut également derrière gérer ce produit-là. Et vous concevez vos produits vous-même finalement. Un exemple, l'assurance senior. C'est l'idée. Alors, on conçoit l'ensemble de nos produits parce que on pense que si on veut être novateur, si on veut apporter de la valeur au produit, c'est quand même beaucoup plus facile de créer son propre produit en fonction d'un marché identifié, hein. Et puis, c'est ce que je vous disais, dès lors que les assureurs du marché ne sont pas intéressés par le placement de ce produit. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il est très rare quand même que lorsque une des structures de Finaré crée un produit, il est très rare qu'elle ne trouve pas porteur de risque. Ça n'existe pas. Néanmoins, parce que on est indépendant, on a une compagnie d'assurance qui permet de couvrir ce risque-là, ça n'y arrive pas. Si par contre on a d'autres partenaires, alors derrière, on va jouer le jeu de l'offre et de la demande. Si notre compagnie maison est la mieux placée, alors à ce moment-là, c'est là que sera porté le risque. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on aura un autre porteur de risque qui prendra le relais. Donc, si je comprends bien aussi, ça fait partie ça des ressorts de croissance, mais parmi les autres ressorts de croissance, il y a aussi la volonté d'aller chercher des marchés de niche. On va parler des assurances pour animaux. Eh écoutez, c'est l'idée. Quand on est allé sur l'assurance pour animaux, c'était en 2003. D'accord? Je pense qu'on était probablement le seul présent en assurance animaux. On a mis du temps pour comprendre ce marché-là, hein. On a dû mettre 3 4 ans pour bien assimiler les données, pour bien assimiler le marché et ensuite on a commencé à créer des produits d'assurance animaux, d'abord pour chiens, puis pour chats, puis pour ce que l'on appelle aujourd'hui Les NAC, les NAC, voilà, les le nouveaux Animal c'est Company. voilà, c'est exactement ça. Donc on va assurer des chinchillas, on va assurer, des rats, on va assurer des lapins, enfin on va assurer tout type d'animaux et demain peut-être, on prendra également en charge d'autres animaux comme, les chevaux, comme tout ce qu'on peut trouver. Mais là aussi avec un facteur différenciant. Parce que si je prends mon exemple personnel, j'ai un chat qui a 11 ans. Si je veux changer d'assurance aujourd'hui et venir chez vous, bah, ça va être compliqué parce que beaucoup d'assureurs ne prennent plus les animaux au-delà de 8 ou 10 ans. Ah, j'irai même plus loin. Si votre chat aujourd'hui a 11 ans, vous n'aurez qu'une solution sur le marché, ce sera effectivement une des structures de Finaré. Donc en l'occurrence, là, ce sera Self Assurance. Aujourd'hui, on est allé, c'est ce que je dis, c'est l'intérêt d'avoir 20 ans d'expérience sur ce segment de marché et de maîtriser la donnée comme on la maîtrise. Aujourd'hui, on sait exactement quel prix il faut mettre pour l'assurance d'un chat, d'accord, et quelle va être globalement sa consommation. Et vous êtes les seuls à les assurer jusqu'à 14 ans, c'est ça? On va effectivement aujourd'hui jusqu'à 14 ans et j'espère demain, on sera capable de faire des annonces autour de 15 ans, autour de 16 ans. Vous savez, l'espérance de vie d'un chat, c'est une vingtaine d'années. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse assurer un chat jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans et qu'ensuite, à un moment où c'est quand même, faut bien le dire, c'est un peu plus compliqué, qu'on laisse comme ça les animaux sans assurance. Mais alors, quel intérêt pour l'assureur d'aller assurer un chat ou un chien ou peu importe, qui potentiellement peut tomber malade? A plus de risques de tomber malade et plus fréquemment. Je parlerai pas d'intérêt. Je dirais plutôt, c'est, faire son métier en bonne conscience. C'est pas tout à fait la même chose. C'est très facile et c'est exactement la même chose avec les humains. Je vous prends l'exemple, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Self Assurance, CA Assurance, Coverity, d'accord, qui sont les 3 grossistes du groupe ou Insurem, notre compagnie d'assurance, va proposer des produits qui, avec un souci,
de couvrir le plus de personnes possible dans un souci de solidarité et de mutualisation. Pour les animaux, quand on revient sur ce cas-là, aujourd'hui, évidemment que l'essentiel de nos animaux ont moins de 10 ans. Néanmoins, après 10 ans, on se doit de faire notre métier d'assureur et de couvrir, même si ce risque-là, forcément, est moins rentable, voire parfois même déficitaire. Et ça, est-ce que vous pouvez le faire parce que vous êtes le seul actionnaire de votre groupe, donc c'est un modèle rare. Pourquoi ce choix et pourquoi ne pas faire entrer des investisseurs dans Finaré? Alors, je vais revenir sur la première question, qui est une question qui est quand même purement technique. Alors, on peut le faire parce qu'effectivement, on a à notre disposition une vingtaine d'années de données. Et ça, c'est pas rien. Et particulièrement aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, on peut développer des modèles actuariels extrêmement puissants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, l'intérêt d'être indépendant, l'intérêt d'être libre, même si je ne remets pas en cause évidemment hein, les modèles adossés à des fonds d'investissement, il y a d'autres avantages, mais l'intérêt d'un modèle comme le nôtre, c'est d'être en capacité de repousser les horizons de rentabilité lorsque ça ne se passe pas forcément comme c'était prévu. Alors que globalement, les modèles adossés à des fonds d'investissement, c'est plutôt 5 ans. Si je prends notre exemple sur Insurel, notre compagnie d'assurance qui a été lancée en 2019, bah, personne n'avait prévu le Covid-19, forcément. Donc là, à ce moment-là, pendant une année et demie, ça a été très compliqué. Si on avait été probablement adossé à un fonds d'investissement, ben, en 2024, ça aurait pu être compliqué. Aujourd'hui, on a perdu 1 an, mais la compagnie est rentable pour la première fois cette année. Alors vous êtes un groupe bien sûr qui ne cesse de se développer. Une question d'actualité avec les contraintes réglementaires, actuelles, est-ce qu'elles peuvent être un frein à votre développement? ACPR veut interdire d'utiliser les succursales hors Europe pour distribuer les produits et contrats d'assurance. Quel impact ça peut avoir, pour vous et pour les compagnies d'assurance de façon, plus générale? Alors, un tout petit retour arrière. Si on regarde, je me suis amusé à regarder les 5 dernières années. Globalement, le métier, la profession a deux lois, d'accord, à intégrer par an. Alors, c'est soit de la soft law au travers de recommandations ACPR, soit des lois. On a notamment eu 2 lois sur le démarchage téléphonique en l'espace de 2 ou 3 ans, hein. Donc on intègre 2 lois tous les ans, ce qui est très, très important parce que cette inflation réglementaire, derrière, il faut être capable de la mettre en musique. Ça veut dire changement de process, ça veut dire nouveau développement informatique, ça veut dire, formation accrue et on met un LIFPAS, hein, donc formation accrue des collaborateurs parce que ceux-ci doivent intégrer de nouvelles lois. Mais au-delà de ça, là, aujourd'hui, on va même encore un peu plus loin avec cette note qui a été rédigée par la CPR au cours de l'été 2025 et qui fait référence aux succursales. On serait probablement dans l'interdiction de distribuer des produits sur le marché français à partir d'une succursale qui respecte la loi, qui est conforme à toutes les exigences des lois françaises et qui serait ailleurs, en dehors de l'espace économique européen. On est au Maroc depuis 2003. Ça fait plus de 20 ans qu'on est au Maroc. On a fait l'objet de 2 contrôles ACPR ces 10 dernières années. D'accord. Un contrôle ACPR, pour vous rendre compte, c'est environ 2 ans. D'accord. Et donc, sur les 10 dernières années, on a été 40% de notre temps en relation avec la CPR. Il n'y a jamais eu rien à redire sur ce modèle-là, d'accord? Parce que les collaborateurs sont formés, parce que on respecte la loi, parce qu'on respecte le RGPD, on va respecter le règlement, qu'il soit européen, qu'il soit national, tout est absolument respecté. Et là, on remet en cause en fait ce mode de fonctionnement parce que vous avez une infime minorité qui effectivement peut être amenée à ne pas respecter les règles. Mais moi, j'ai envie de dire là-dessus, c'est assez simple. Il faut la sanctionner très lourdement ces personnes-là, sans remettre en question un système qui fonctionne. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à remettre en cause votre business model? Ah, ça pourrait être une vraie question. Alors, pour des structures
comme les nôtres, qui ont atteint, comme vous le disiez tout à l'heure, on est une ETI qui aujourd'hui fait 180 millions d'euros, qui a 1700 personnes, dont 500 personnes au Maroc. Forcément, ça pousserait une réorganisation. Ce qui est sûr, c'est que derrière, bah oui, quand vous avez des collaborateurs au Maroc, c'est aussi, ça vous permet de faire des économies de coûts. Ces économies que vous faites, bah, vous vous les redonnez aux clients. Donc, Oui, elle se répercute sur les contrats. ça se répercute sur les contrats. Demain, forcément, les contrats seraient plus chers. Ça va Pas le être choix. différence des primes. Voilà, on n'a pas la certitude d'apporter le même service au client parce que le droit du travail au Maroc est plus souple que le droit du travail. Bah, il est évident que ça remettra en cause un certain nombre de choses. Et juste pour revenir sur cette dernière note de la CPR, c'est ce que je disais, que certaines personnes ne respectent pas la loi. Il faut les sanctionner. Mais on a la même chose, en France. On a vu récemment une escroquerie à l'assurance affinitaire qui a coûté 7 millions d'euros à des assurés. Et ça se passe en France, ça se passe à Marseille. D'accord? C'est pas en dehors de l'espace économique européen. Où est-ce que vous voyez votre groupe dans 5 ou 10 ans? Ah, écoutez, je pense que ce qui caractérise le groupe aime bien relever des défis, aime bien relever des challenges. D'accord? Donc, ce que l'on a réussi à faire aujourd'hui en assurance, l'objectif, c'est d'arriver à le faire en placement. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, le placement représente que quelques pourcents de l'activité du groupe. Donc, il est sûr qu'il va falloir porter cette activité-là, d'accord, à travers des opérations de croissance externe, notamment. On en a annoncé 2 en 2025. On va en annoncer une dans les prochaines semaines. Hem, L'activité historique qui était portée donc par ECA Assurance, eh bien, va changer de nom. Elle va changer de nom en début d'année, hein, donc ce sera également une nouveauté et tout cela doit nous amener, heu, si on doit parler chiffres, parce que c'est peut-être ça finalement votre question, mais je pense qu'à un horizon 5 ans, Bien sûr. on sera probablement au double du chiffre d'affaires qu'on observe aujourd'hui. On en a parlé un petit peu, l'intelligence artificielle, et on va voir un peu plus en détail que c'est un marqueur fort pour votre groupe. Et oui, le secteur de l'assurance n'échappe pas à l'intelligence artificielle, à la digitalisation. On va écouter tout de suite la question d'une alternante sur ce sujet. Bonjour Monsieur Hirou, j'ai une question pour vous. Avec l'IA, quels sont les métiers ou compétences qui vont le plus compter demain dans l'assurance? Voilà. Quel métier, quelles compétences demain dans l'assurance avec le développement de l'IA? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur nos métiers et notre jeune alternante en a tout à fait conscience. Aujourd'hui, le plus évident et les plus touchés, on va être sur les métiers de la relation client. Aujourd'hui, on a commencé à développer nos outils d'intelligence artificielle en 2019. Oui, parce que vous êtes très en pointe, hein, vous aviez été très en pointe, très visionnaire sur internet et sur l'IA aussi. Effectivement, et c'est ce qui fait également, c'est ce qui m'a poussé à développer toutes ces activités-là dans l'assurance. Je rappelle, quand je suis arrivé en 95, il n'y avait pas d'internet. En 98, quand on est allé sur internet, on nous a un peu considérés comme des fous. On a dit: «Non mais c'est pas possible, il y a forcément l'assuré a besoin d'un contact». On s'est très vite rendu compte que c'était plus vrai, d'accord? Quand on est allé, sur l'IA en 2019, alors évidemment merci OpenAI, hein, merci ChatGPT, puisqu'en 2019, l'intelligence artificielle n'était pas l'intelligence artificielle de 2025. Néanmoins, on a été là-dessus, on a su se montrer visionnaire et on était convaincus qu'à 10 ans, donc 2030, on aurait, un grand chambardement, d'accord? Au moins de la relation client. Ça, on en était convaincus. Et en quoi ça va changer les métiers dans l'assurance Alors, aujourd'hui? Les métiers de la relation client, hein, c'est ce que vous disiez. En premier lieu, les premiers touchés. le plus évident, c'est effectivement la relation client. Mais tout cela va se faire dans l'intérêt du client. Et le salarié, eh ben, il faudra être en capacité de lui proposer d'autres choses. Un exemple pour matérialiser un peu mes propos. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle chez nous fonctionne. D'accord. On a des outils qu'on a appelés des outils de quality monitoring. Vous allez avoir une conversation entre un gestionnaire ou un conseiller client et le client. Cette conversation-là va être réécoutée dans la nuit.
Si cette conversation... Et on va lui mettre une notation. D'accord? Si la note n'est pas bonne, on va demander à un autre conseiller de rappeler le client parce que visiblement, on n'aura pas répondu à sa demande. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc c'est l'IA qui va analyser les réponses. Oui, elle va analyser les réponses, elle va donner une note parce qu'elle va aller comparer elle va aller comparer la réponse qui a été donnée par le conseiller client et la réponse qui aurait dû être donnée. Alors, et là, elle va vous mettre une note sur 5, vous savez, c'est le système des 5 étoiles. Et si effectivement la réponse n'a pas été bonne, eh bien, le lendemain, il y a un certain nombre, donc vous avez des fichiers d'appel qui sont remontés et qui sont injectés pour rappeler les clients et puis éventuellement corriger s'il y a eu une erreur. Mais est-ce que demain, c'est pas l'IA qui va répondre aux clients? Elle répond déjà aux clients. Toutes les tâches à faible valeur ajoutée sont aujourd'hui déjà prises en charge par l'IA. Moi, je vais vous donner un exemple sur les outils qui ont été développés donc, par Teletech, qui est donc la société de services qui développe nos outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous êtes client. On parlait de votre chat de 11 ans tout à l'heure. On parlait de Canaille. Voilà. Et là-dessus, donc vous nous appelez parce que vous venez de souscrire chez nous, vous êtes avec votre première facture, vous allez avoir chez EC Assurance, vous allez avoir Stella, qui est donc l'assistant vocal, intelligence artificielle. Alors évidemment, il est annoncé au début. Qui va m'appeler? Non, qui va prendre votre appel. Qui va prendre votre appel, et puis vous n'allez pas savoir quoi faire de votre facture. Elle va vous envoyer un lien. Vous allez faire une photo de votre facture et dans les 30 secondes, l'IA va gérer votre sinistre automatiquement et vous enverra ensuite le remboursement sur votre compte bancaire. Vous n'aurez pas raccroché que vous aurez déjà votre sinistre qui aura été géré. Si ça ne se passe pas comme prévu, alors à ce moment-là, soit un conseiller reprend l'appel, d'accord, soit si on n'a pas détecté, vous serez rappelé le lendemain pour corriger ce qui devra l'être. Oui, donc ça veut dire que les conseillers vont avoir des métiers qui vont évoluer vers plus de conseils quelque part, plus d'accompagnement et ils vont être débarrassés un petit peu de ces tâches qui étaient un petit peu répétitives et à faible valeur ajoutée. Ce qui est certain, c'est que toutes les tâches à faible valeur ajoutée seront prises en charge par l'IA. Mais ça, c'est déjà le cas chez certains, par exemple chez nous, mais ce sera encore plus vrai dans les prochains mois, prochaines années. En revanche, dès lors qu'on est sur des sujets plus complexes, ou même si on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mal faites, l'IA va le détecter et on va aller corriger. Et ça, c'est très important parce que ça va améliorer l'image de l'assurance que peut avoir notre client, l'assuré, la population en général. Alors l'IA va changer les choses pour ces métiers qui sont visibles, ces métiers de conseiller, mais aussi pour des métiers moins visibles, plus techniques, par exemple, comme l'actuariat? Alors, on prenait tout à l'heure l'exemple de notre capacité à aller loin dans la souscription donc d'assurance pour animaux. Et bien ça, c'est aussi un excellent exemple. Là où aujourd'hui, sur les derniers modèles qu'on a construits, on a mis beaucoup de temps parce qu'il s'agit de charger un maximum de données, il s'agit de faire tourner des modèles actuariels et il faut du temps. Demain, l'IA va être en capacité d'aller beaucoup plus vite et d'être en capacité de mieux anticiper les choses. Voilà. Si aujourd'hui, on se rend compte qu'une personne, par exemple, ou en tout cas un groupe de personnes dans une région donnée, d'accord, va chez le vétérinaire et ça coûte moins cher ou ça coûte plus cher, peu importe, on sera en capacité de proposer des modèles de tarification peut-être régionalisés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'accord, sur par exemple l'assurance animaux. C'est le cas en assurance santé, mais même en assurance santé, on devrait avoir la capacité d'être beaucoup plus fin. Alors, ça va nécessiter de nouvelles compétences peut-être pour les salariés et un accompagnement. Comment est-ce que vous les accompagnez avec tous ces outils? Alors, aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, on a développé des outils IA de formation. Et vous, donc, parce que c'est également indispensable. Mais chaque collaborateur, au-delà des obligations de formation qui sont de 15 heures par an, eh bien, on va leur proposer d'aller doubler
ce niveau de formation-là. Et puis, on est en train de mettre en place, par exemple, des ambassadeurs de l'IA, des tuteurs de l'IA qui vont faciliter l'intégration et la prise en charge de ces modèles-là. C'est bien perçu par les salariés, l'intelligence artificielle, ou alors, vous avez un peu de mal à les comprendre? Faut Alors il y a 2 choses. D'abord, il faut de la pédagogie parce qu'il faut éloigner, vous savez, on a 2 catégories de personnes. Vous avez des personnes qui, vont voir leur avenir de salarié plutôt en noir. Alors ils ne sont pas très nombreux, chez Finaré parce qu'on fait en sorte, que de leur démontrer qu'on est un modèle, de réussite entrepreneuriale. Néanmoins, vous avez des personnes comme ça, donc il y a besoin de beaucoup de pédagogie pour les accompagner et les rassurer. D'accord? Et une fois qu'on les a rassurés, eh bien, c'est à nous également derrière de mettre un certain nombre de choses en place. Donc là, on a lancé il y a une petite année une charte d'utilisation de l'IA, d'accord? Pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce qu'on reste quand même dans des métiers où la donnée est extrêmement sensible et on ne doit pas la retrouver et on ne doit pas la retrouver n'importe où. Oui, parce que toute la question, c'est de se dire jusqu'où on peut aller dans la digitalisation sans perdre la dimension humaine de l'assurance. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre en contradiction l'un et l'autre. Ces deux mouvements-là sont plutôt complémentaires. Aujourd'hui, on peut aller très loin dans la digitalisation. Mettre en place des outils d'intelligence artificielle développés par Télétech nous a notamment permis de répondre aux clients 24/7. Vous répondez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Et ça, ce n'est pas rien, puisque n'importe quel conseiller, vous ne pourriez pas le faire le dimanche, etc. Donc ça, vous pouvez le faire. Et derrière, les outils que vous mettez en place, vous les mettez en place, ils doivent être mis au service des collaborateurs. Donc les outils qu'on va développer, on les développe en collaboration avec le collaborateur, hein. Et néanmoins, on ne peut pas ignorer cette révolution-là. Toutes les personnes qui ont ignoré la révolution d'Internet, la révolution de la digitalisation, bah, sont peut-être plus là pour en parler. Et puis, vous tenez quand même au contact humain, notamment pour les plus de 65 ans. Alors là, c'est indispensable parce qu'encore une fois, on n'a pas tous la même capacité à intégrer la digitalisation, à intégrer l'intelligence artificielle. Et là-dessus, par exemple, un choix qui a été fait au sein de l'entreprise, on refuse de passer via des outils d'intelligence artificielle dès lors qu'on va recevoir un appel d'une personne qui a 65 ans et plus. On a des contrats d'assurance santé qui vont jusqu'à 99 ans. D'accord? J'arriverai pas moi-même à imaginer une personne de plus de 80 ans, par exemple, être confrontée ou avoir des outils d'intelligence artificielle qui essayent de l'accompagner. Donc, et on se retrouverait dans une situation où on aurait un vrai décalage. Ça ne voudra pas dire que les outils d'intelligence artificielle sont mal faits. Ça voudra juste dire que la personne qui est en face de nous a besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Et à ce moment-là, le conseiller jouera tout son rôle. Et ça fait partie des valeurs fortes du groupe Finaré. Vous mettez en avant des valeurs fortes comme l'inclusion, la diversité. Comment ça se traduit concrètement? Vous avez acquis Handicall, hein, un centre d'appel dont vous allez nous parler justement. Exactement. Alors, on ne doit pas oublier, lorsqu'on entreprend, on ne doit pas oublier la dimension sociale de nos projets. Et cette dimension sociale, elle se manifeste comment? Alors, elle va se manifester par la nécessité d'avoir des personnes très différentes au sein de l'entreprise. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, dès lors que vous le méritez, vous êtes chez nous. C'est pas le diplôme qui va l'emporter, d'accord? C'est pas l'orientation sexuelle, la religion, la nationalité. Tout cela, pour nous, ça ne doit pas exister. Parce que plus on a de personnes et un environnement diversifié, plus on a de chances de répondre à notre marché, qui lui-même est divers. Ce que l'on a fait récemment, pour pousser encore un peu plus loin cette logique-là, cette philosophie-là, on a effectivement repris au début de l'été une société qui s'appelle Handicall. Alors c'est quoi Handicall? Handicall, c'est un centre d'appel qui est
plutôt orientée assurance, hein, et dont les 2 tiers à 75% des salariés sont composés de personnes en situation de handicap. Là, encore une fois, c'était des personnes, et moi j'ai trouvé cette société-là remarquable, et c'est la raison pour laquelle j'ai été pris par la qualité de l'engagement de l'entrepreneur qui a donc créé et développé cette entreprise. On a des personnes qui étaient en tout cas très loin de l'emploi, et elle a su les ramener et elle a su leur proposer un projet professionnel. J'ai trouvé ça remarquable. À une heure où on nous parle beaucoup d'ESG, de RSE, etc., on ne pouvait pas mieux matérialiser cet engagement-là qu'en reprenant Andy Cole. Et sur ce thème justement de l'inclusion, on va écouter une question d'une deuxième alternante. Bonjour Monsieur Hérouche, j'ai une question pour vous. L'inclusion est importante dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça change concrètement dans le travail de tous les jours? Alors, je vais commencer par la fin. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Et heureusement. Et heureusement, ce n'est pas parce qu'on a des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit des hommes, des femmes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, ça ne change absolument rien. Absolument rien. On est une entreprise laïque, d'accord, qui va mettre en avant d'abord les compétences des uns et des autres. Donc, en cela, ça ne change rien. En revanche, ça apporte plein de choses. D'accord, je le disais juste avant, aujourd'hui, nos marchés sont divers. Et on a besoin d'avoir des personnes qui viennent d'horizons différents pour être en capacité de répondre au mieux à ces marchés. Imaginez que vous n'ayez que des personnes qui aient fait X dans un conseil d'administration ou dans un COMEX. Il n'y a pas beaucoup de contradictions. Il n'y aura pas beaucoup de contradictions. Vous avez la même chose avec des écoles de commerce, avec des HEC, etc. Si vous avez des personnes qui viennent d'horizons très différents, là, ça peut être différent. Vous prenez les hauts fonctionnaires, d'accord? Quand vous avez beaucoup de hauts fonctionnaires qui sortent des plus grandes écoles parisiennes ou de l'ENA, effectivement, à un moment donné, tout le monde va être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils auront raison, mais en tout cas, ils auront tous d'accord entre eux. Donc l'inclusion, un facteur fort de performance? C'est un facteur, probablement le premier facteur qui permet d'être performant comme nous le sommes aujourd'hui. Allez, on termine quand même puisqu'on parle d'inclusion. Vous en avez dit un petit mot au début de cet entretien. Vous sponsorisez aussi l'équipe de rugby d'Algérie. Effectivement, c'est un engagement qu'on a pris il y a maintenant quelques années. Je vous refais la petite histoire très rapidement. Il y avait plus de rugby en Algérie jusque 2015. D'accord, et vous avez une bande de copains qui ont décidé de lancer la Fédération algérienne de rugby. Et ils sont venus nous voir en 2021, 2022, et parce que c'est une petite fédération, en tout cas en Algérie, hein, ils avaient besoin d'être accompagnés. Moi, je suis d'origine algérienne, donc ça m'a paru, là encore une fois, naturel de renvoyer quelque chose vers le pays de mes parents. D'accord ? Mais au-delà de ça, je trouve ce sport-là formidable, hein. Je le trouve formidable parce que c'est quand même un sport où la solidarité Qui porte des valeurs fortes. qui porte des valeurs très très fortes. Et on a essayé, malheureusement à date on n'a pas encore réussi, qu'on a un objectif, c'est d'amener donc le 15 d'Algérie, de l'amener donc à la Coupe du Monde. On a malheureusement échoué en 2000. Oui, mais les résultats sont pas mal quand même. Les résultats sont très bons, puisqu'aujourd'hui, encore l'année dernière, au cours de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby, l'Algérie est arrivée 3e. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle arrive 3e. Les 2 premières nations étaient qualifiées. Donc là, elle n'était pas au pied du podium, mais elle n'a pas pu, elle n'ira pas en Australie. Néanmoins, on ne se décourage pas et on pense que ce sera pour la prochaine fois en 2031. Bien sûr, et c'est d'ailleurs votre message fort, hein, ne jamais se décourager. Merci beaucoup, Karim Hérouche. Merci Florence. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Très bonne journée. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change.